faire du rentable en achetant sa résidence principale avec Thomas Creton. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai un vieil invité. Alors quand je dis vieil invité, c'est parce qu'il est déjà venu et que ça fait quelques temps que je le connais et que c'est vraiment parmi les contacts du tout début quand j'ai lancé mon podcast. Donc c'est Thomas Creton qui avait le podcast Mon budget zen et maintenant c'est Investir simple. Je précise les deux parce qu'à l'époque, je pense que c'était encore mon budget zen. Et on avait déjà fait un épisode ensemble, l'épisode numéro 178, en janvier 2024, où tu avais expliqué les SCPI de zéro pour les auditeurs. Et donc là, aujourd'hui, on va partir sur un thème qui n'a strictement rien à voir et j'ai trop hâte, qui est l'achat de ta résidence principale parce que depuis, tu as fait du chemin, tu as continué à développer évidemment Investir simple. Tu as investi dans plein d'autres supports, parce que toi, tu es un peu le spécialiste de tous les supports. En plus, tu es conseiller en investissement financier dans ton travail. Et voilà. Donc, salut Thomas, comment ça va? Salut Dorine, bah écoute, merci. Très bien, merci beaucoup de ton invitation et très ravi de revenir sur ton podcast. Bah, moi, je suis ravie aussi. Du coup, bah, en fait, nous, c'est chouette parce que moi, pour moi, j'aime bien t'interviewer parce qu'on a aussi une relation un petit peu différente parce que on s'est déjà vu, enfin, je préfère le dire aussi aux auditeurs en Hmm. vrai. Voilà, nos enfants Nos enfants se connaissent. se connaissent et j'ai même visité ta maison. Du coup, c'était Hmm. à Pâques, à peu près dans les Ouais, eaux c'était il y là, a deux quoi. mois, un truc comme ça. Elle Voilà, était pour les presque finie, enfin, le côté locatif était presque fini. voilà, donc j'ai vu de mes propres yeux le bien, donc voilà, donc c'est chouette parce que bah, on va pouvoir parler du projet que tu as mené. Alors peut-être juste avant de démarrer pour que les gens redonnent un tout petit peu de contexte, parce que peut-être qu'il y a des gens, des auditeurs qui ne te connaissent pas et c'est Hmm. fortement probable. Euh, Juste, qu'est-ce que tu avais fait en immobilier, mais genre en 5 minutes, enfin en 2 minutes, tu redonnes un petit peu de contexte de qui tu es, qu'est-ce que tu avais déjà fait en immobilier, et là comment t'en es arrivé à te dire, tiens, il faut que j'achète ma résidence principale pour X raisons. Hmm. Alors, ce qui est bien, c'est vu que je suis pas un énervé de l'immobilier comme toi, Cyril, et beaucoup de tes invités, ça va aller assez vite. Moi, c'est mon quatrième projet IMO seulement. Et j'ai commencé en 2017 avec un premier bien qui était un T1 studio sur Marseille. J'ai fait un deuxième en 2019 qui était un T2 en région parisienne dans lequel on a d'abord habité puis qu'on a loué, mais on l'avait déjà acheté dans une optique plutôt de revente et de location, qu'on a toujours en location d'ailleurs. Et un troisième quand on est arrivé sur Avignon qui est une coloc. Donc un projet beaucoup plus rentable, celui-là, enfin notre projet le plus rentable à ce jour, qui était un T4, enfin un T3 qu'on transforme en T4. On fait coloc à l'année et courte durée en été, parce qu'il y a le Festival d'Avignon. Donc ultra rentable parce que voilà, coloc, donc on fait à peu près 400 euros de cash flow par mois et en été on explose le cash flow, mais aussi, comme tu l'imagines, beaucoup de, de temps à y consacrer parce que voilà, on n'a rien sans rien. Entre-temps, j'ai revendu mon appart de Marseille, qui m'a servi, parce que c'était un peu le plus compliqué à gérer, j'ai fait beaucoup d'erreurs, enfin bref, je te passe les détails de toutes les conneries que j'ai fait sur mon premier projet. Et cette revente, j'ai fait une belle plus-value en plus, et avec ce que j'avais amorti, nous a permis d'avoir l'apport pour ce nouveau projet de résidence principale. Super. Et pourquoi, du coup, tu t'es dit, j'achète ma résidence principale Enfin, il y avait une envie derrière déjà, enfin, le contexte Alors, de ça. comme beaucoup d'investisseurs, comme toi, comme d'autres, pendant longtemps, je me suis dit non, la RP, c'est un passif, c'est pas pour moi, je fais que de l'immobilier locatif, etc. Mais il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et bah, on évolue dans le sens où bah, voilà, ma situation familiale aussi a évolué. Bah, maintenant, j'ai une femme, on a deux enfants, donc on était en location tout le temps, et puis on commence à se stabiliser. Donc il y a eu déjà un peu cette envie, je sais qu'il n'est pas la plus intelligente financièrement, bah, d'avoir son chez-soi, son confort, le toit sur la tête, un peu le côté bon, bah, sécurisation de la famille. Qu'on pense moins quand on est célibataire et qu'on a 25 ou 30 ans. Donc il y a déjà un petit peu ce côté-là. Mais du coup, on s'est dit, ce serait bien d'avoir notre RP, mais vu qu'on est quand même des investisseurs, bon, tant qu'à faire, on va le faire comme des investisseurs. Et c'est là où je pense que bah, ce qu'on a fait est intéressant à partager parce que on dit souvent, bah, il ne faut pas acheter sa RP. Mais en fait, c'est comme toujours, il y a des nuances. Ça dépend de comment tu le fais. Si effectivement tu vas jusqu'au taquet de ta capacité d'endettement, que tu achètes un truc tout rénové, tout neuf, et qu'après tu ne peux plus faire de projet derrière et que tu es bloqué, bon, oui, bah, c'est peut-être pas le meilleure façon de faire, du moins si voilà, tu veux construire du patrimoine et faire de l'immobilier par la suite. Mais bah, si tu le fais comme un investisseur immobilier locatif,
et que tu commences à penser rentabilité, louer une petite partie, acheter avec une décote, avec, des travaux à faire pour créer de la valeur et cetera, bah, là, tu peux finalement, acheter ta RP avec un œil différent. Mais c'est génial parce que en fait, j'ai l'impression que quand quelqu'un commence par du locatif, il a un œil d'investisseur qui se développe et quand il passe à la RP, il a pas du tout la même approche que la personne qui a jamais fait d'immobilier et puis qui se dit: «Tiens, je vais faire ma RP comme premier truc». Et en fait, tu as un bagage beaucoup plus, important, peut-être en gestion de chantier, peut-être en vision du coût du prix au mètre carré que tu vas acheter. Tu vas être beaucoup plus regardant. Tu vas pas du tout marcher au coup de cœur. Tu vas dire: «Attends, attends, OK, Mmh. c'est sympa, c'est un coup de cœur, mais vérifions quand même à la revente si jamais je veux revendre pour X raison». Enfin, je pense qu'il y a une logique d'investisseur qui se met en place naturellement grâce au fait d'avoir fait aussi du locatif avant. Ouais, complètement. Complètement et c'est un peu comment on appelle ça l'avantage, je sais plus comment c'est quoi le nom là, l'avantage, qui est pas cool, enfin bref. Un Ouais. avantage que j'ai par rapport à mon expérience, qui est qu'effectivement, même si j'ai pas eu une énorme expérience d'investisseur immobilier, mais j'en ai quand même une, j'ai quand même fait 3 biens, j'ai quand même fait des travaux, j'ai quand même fait de la valeur, j'ai créé du cash flow. Donc forcément, quand j'achète la RP, j'ai pas envie, excuse-moi du terme, mais j'avais pas envie d'être le pigeon qui achète sa RP plein pot, au coup de cœur quoi, comme tu l'as dit. Bah, ouais, Et génial. donc, j'ai voulu vraiment le voir de cette façon et dans ce projet, finalement, il y avait 2 choses, en fait, enfin, il y avait un double objectif. Il y avait finalement exploiter une des seules niches fiscales qu'il y a en France en immobilier. Alors, il y en a plein si on considère le LMNP, enfin bref, certaines choses, mais quand même la vraie niche fiscale aujourd'hui qui, a priori, ne devrait pas bouger, croisons les doigts parce qu'on ne sait jamais, c'est quand même la plus-value sur les RP. Celle-là, a priori, ben, ça fait quand même longtemps qu'elle y est. Bon, même s'ils ont déjà évoqué l'idée de en dessous de 5 ans, machin et tout, bon, c'est quand même une niche fiscale qui est intéressante. Et donc, on s'est dit, bon, bah, si on achète une RP pourrie, qu'on va aménager à notre goût, créer de la valeur, acheter du coup en décote, etc., et qu'on revend avec du coup une plus-value non imposée, bah, tu gagnes de l'argent quand même sans impôt et c'est quand même bien. Mais c'est pas tout. On s'est dit, on va faire un double combo. Tant qu'à faire, on a déjà ça, mais aussi on va essayer de trouver un truc dans lequel on va pouvoir louer une partie. Au début, on cherchait soit un garage qu'on allait se transformer en studio, une dépendance, pourquoi pas diviser la maison. Bref, on avait toutes les possibilités. Ça qui est bien en immobilier, hein, c'est que tu as pléthore d'opportunités en fonction de ce qui est dans le marché. Et il se trouve qu'on a trouvé un projet qui nous permettait de diviser le bâti global et d'avoir une partie qu'on allait mettre en location. Et donc là, c'est là où c'est ultra puissant, c'est que on va avoir le locataire qui nous paye une bonne partie du crédit, plus de la moitié. On va avoir l'exonération de plus-value à la sortie, sur notre, résidence principale, alors évidemment pas sur la partie locative et en plus de ça et ça c'est quand même le truc aussi cool pour notre confort, c'est que on peut vivre dans un endroit beaucoup plus grand que ce qu'on aurait pu se payer si on n'avait pas fait ce projet. Parce qu'avec notre budget, notre capacité d'endettement, grosso modo, on pouvait emprunter entre 250 et 300 000, grosso modo et là où on est, c'est 80-90 m². Même avec travaux, même machin. Là aujourd'hui, on vit dans 170 mètres carrés pour notre résidence principale. Donc Ouais. tu vois, on a doublé le volume dans lequel on peut habiter. On a un jardin qui fait 500-600 mètres carrés, qui est pas exceptionnel, mais qui nous va très bien. Et ça, on n'aurait jamais pu se le payer en fait si on n'avait pas fait un projet de ce type. Donc finalement, je t'ai dit qu'il y a un double objectif, mais il y a un troisième qui nous améliore notre confort de vie aussi et qui est pas négligeable. OK, trop bien. Et parce que ça, c'est intéressant, quand tu as présenté ta résidence principale aux banques, comment tu l'as présenté? Tu as expliqué ton projet de division et cetera? Ou est-ce que tu étais en mode, «Je fais ma résidence principale et je fais peur à personne en parlant pas trop»? Non, on a annoncé le projet, direct parce que en fait, sinon ça passait pas en fait, OK. avec les, enfin notre projet passait pas. On était obligé en fait, au vu des travaux qu'on allait, vouloir emprunter aussi parce que, bon on parlera peut-être des chiffres après mais, enfin, On il peut fallait peut-être qu'on commencer emprunte au fur et à mesure, déjà, tu peux peut-être en distiller, peut-être le ouais, prix quelques d'achat, chiffres. les deux trois trucs? Ouais, alors le prix d'achat global, alors déjà le global qu'on a acheté, on a acheté 240 m² en tout. Donc OK, 160 m² pour la RP, 80 m² pour le locatif. OK. Donc c'est quelque chose qu'on a divisé de manière transversale. On n'a pas fait au bas parce qu'on voulait pas avoir nos locataires, au-dessus ou en dessous parce que ça, c'est quand même pas cool. Et on a acheté 267 000 € le global, OK. donc frais d'agence inclus. Tu ajoutes les frais notaires, il y en a à peu près 30 000 € et on avait estimé 150 000 de travaux parce que, il fallait quand même tout refaire et cetera.
Et en fait, avec ça, bah, on n'aurait pas pu emprunter autant, parce que ça, j'ai quand même mis de l'apport, j'ai mis l'apport de la vente de la part de Marseille, donc à peu près 60 000 euros. OK, Alors, sur l'apport, j'ai plus j'en ai mis un petit peu plus, je crois 70. Bref, le fait est qu'on OK, a dû emprunter quelque chose comme 370 000 euros. OK. Et ça, on ne pouvait pas l'emprunter avec notre situation. Donc en fait, on était obligé de vendre le projet comme un projet semi-locatif en fait. Et ça a été, pas te mentir, hein, ça a été assez compliqué de convaincre les banques. En fait, Vous comme avez dû en faire toujours. combien des banques là pour obtenir un Alors, prêt? pas beaucoup, mais j'ai eu un peu de chance et grâce au métier que je fais qui est le même que le tien et grâce au réseau en fait. Parce que j'ai commencé à aller voir ma banque traditionnelle, voilà, qui m'a suivi sur tous mes projets, chez qui je suis depuis 40 ans. Ils m'ont mis un stop direct, ils n'ont même pas voulu savoir. Ils disent en gros, si c'est pas une RP classique, nous c'est mort et tout. Alors que j'avais tout chez eux, mais bref. Donc je suis allé en voir deux, trois autres, j'ai démarché. Il y en avait une qui était prête de nous suivre quand même. Il y avait une autre vraiment par le réseau qui était prête à nous suivre avec des conditions un peu moins avantageuses. Mais truc de fou, c'est que j'ai commencé à documenter cette recherche que j'ai appelée J'achète une RP rentable, hein, sur ma chaîne, sur le podcast et sur YouTube. Mais vraiment au tout début, à l'époque où juste ça, je parlais comme là du début, on est en train de chercher dans tel secteur, machin et tout. Et en racontant mon truc, un jour, il y a un abonné qui vient me voir sur Insta qui me dit j'ai vu ton dernier épisode, machin. Moi, j'ai fait un projet qui est comme le tien et j'ai une conseillère qui est géniale, qui est vers Bordeaux. Elle m'a financé, elle est géniale. Je dis ok, vas-y, donne. Elle m'a donné le contact. Donc, moi, j'habite vers Avignon. L'agence, elle est à Fargues, donc en Aquitaine, donc à 8 heures de chez moi, hein. Et ben, la conseillère, incroyable, elle m'a financé. Je ne vais pas dire en fermant les yeux, évidemment, elle a demandé des papiers et tout, mais la conseillère, elle était géniale, elle a tout compris, vraiment, elle était super hypée sur le projet et tout. Et elle m'a financé 2 ans de différé total avec un taux compétitif pour l'époque. J'étais à 3,25. Je t'avoue que je sais plus trop comment c'est en ce moment, mais Bah, à l'époque, c'est c'était dans plutôt. les 3,50, 3,25, c'est encore aujourd'hui ce qui se fait, hein. Enfin, Ok, bon, voilà. il y a quelques rares exceptions qui ont en dessous de 3, mais c'est hyper rare. Aujourd'hui, t'as Donc, je pas en suis- dessous de 3. Donc, c'est top. bon, on était à 3,25 sur 25 ans, différé total. Enfin, vraiment de bonnes conditions, enfin des conditions qu'on voulait parce que nous, on avait quand même 1 an et demi de travaux, tu vois, donc on voulait pas avoir. Enfin, ça nous aurait fait un peu violent les mensualités sur les intérêts. Donc, super intéressant. Et ça, enfin, on aurait pu être suivi parce que par un autre réseau, j'avais pu avoir un bon contact aussi, mais grâce à un épisode que j'ai fait sur ma chaîne, un abonné m'a écrit en me disant, tiens, je te donne ce contact. Et donc, c'est incroyable. Et alors, pour la petite anecdote, au cas où, s'il y a des gens qui viennent me voir sur Insta pour me dire, donne-moi ce contact, malheureusement, parce qu'il y en a plein, chaque fois que je raconte cette histoire, il y en a plein qui viennent m'écrire, ouais, je veux ce contact et tout. Et c'est pas que je veux pas le donner, c'est qu'en fait, j'ai eu une chance de fou, c'est que la personne elle était enceinte. Donc elle allait partir en congé mat, donc j'étais un peu un de ses derniers clients. Et ensuite, une autre conseillère est arrivée et c'était pas pareil. Et alors, quand je te dis pas L'histoire pareil, c'est que horrible de tellement rien à d'investisseurs. voir. Dans le sens où il y a eu trois, ta main elle était mauvaise. Il y a un autre gars qui est un autre conseiller qui est arrivé, pareil, il était mauvais. Enfin, j'ai eu 4 conseillers dans l'année. A priori, ça se stabilise en ce moment, mais elle n'était pas du niveau de cette meuf qui était vraiment incroyable. Et comme souvent, Ouais, quand tu as un super conseiller, il est tellement fort que, bon, elle est partie en congé il mat. Après, je bouge. pense qu'elle est revenue, Ouais, elle a dû monter de les poste, en meilleurs, fait, ils parce que. bougent. C'est ça. Et je crois même d'ailleurs en plus que, enfin, c'est ce que j'avais découvert, enfin, je suis pas une experte dans le management bancaire, mais ils font exprès de jamais laisser des conseillers en place pendant plusieurs années au même endroit pour des raisons d'éviter des convenances entre clients et banquiers. Donc en fait, ils font exprès de changer pour justement que tu Ah, de sois les pas bouger, ouais. trop pote avec ton banquier. C'est horrible, hein? Du coup, Bah ouais, c'est c'est qu'en vrai, fait, parce à que chaque fois ça qu'on fait partie de commence à ton être réseau, vraiment quoi. bien et bien s'entendre, maintenant, ils le font partir rien que pour le principe, pour que tu t'entendes pas trop bien avec ton banquier, tu vois. Mais c'est con parce que c'est dans l'intérêt de la banque en plus, parce que plus tu fais de projets rentables et qui se passent bien où tu rembourses, et plus la banque Ouais. gagne de l'argent aussi, quoi. Donc c'est. Ouais, ils ont peur, je pense, des fraudes, tu sais, des dessous de Ouais, table, des je sais pas quoi. Je pense que du coup, peut-être, ouais. ils savent, je sais pas, ils font leur calcul à eux, mais bon. Ok. Mais en effet, ouais. Et quand une banque, quand banquière, moi je sais à chaque fois que Cyril, on a des bonnes banquières. Parce que souvent c'est des banquières, hein. Bizarrement, Cyril s'entend toujours très bien avec des banquières femmes. Et à chaque fois qu'il y en a une qui annonce qu'elle s'en va, à chaque fois on est dépité, on est là, Et ouais, non. Quand tu sais, et ça fait surtout quand elle est 3 ans forte, qu'elle quoi. te suit. Bah, quand ça fait 3 ans qu'elle te Mm. suit, tu dis ah non, non, pitié. Mais bon, voilà. On a eu un bon remplaçant, donc on est content pour une fois. Au début, on avait un peu Bon, tant peur, mieux. et puis finalement, on s'entend bien aussi avec le remplaçant, donc c'est cool. Mais
C'est toujours des petites frayeurs quand il y a le banquier que t'aimes bien qui est remplacé. Bah, c'est clair, surtout vous qui enchaînez pas mal de projets et tout. Mhm. C'est... Mais ouais, donc voilà, pour la petite anecdote, c'est comme ça que j'ai eu le prêt. Ça n'a pas été simple, hein. J'ai eu quand même quasiment une dizaine de refus, hein, pour être très franc, parce que bah, le projet n'est pas simple. Et alors aussi, pour la petite anecdote, c'est que à l'époque, moi j'étais à mon compte, je démarrais à mon compte et j'avais qu'un bilan. Donc ça aide pas non plus, quoi. Mais ma femme était en CDI, elle gagnait 2500 par mois. C'est pas non plus exceptionnel, mais moi j'avais qu'un bilan et on a quand même réussi à emprunter 360 000, sachant que j'avais quand même deux autres crédits sur le dos. Donc, comme toujours, c'est faisable. Même quand on est en situation pas simple, c'est faisable. Il Oui, faut ton juste taux avoir faim, d'endettement, quoi. il était déjà explosé là, forcément, il est explosé. Non, j'arrivais à peu près à le maintenir avec le cash flow que j'avais sur la part d'Avignon, plus Ok, les revenus qui étaient pris en compte dans mon prévisionnel, plus ce qu'on prévoyait avec ce projet. J'étais encore dedans en termes de taux. Voilà, ok, j'étais à la donc limite, hein, mais j'étais t'as encore pas dedans. dépassé ton taux d'endettement, même Ouais, avec on cette était encore maison. bon. Trop Mm. bien, trop bien. Donc ça veut dire que t'as encore de la marge peut-être. Ouais, voilà, là, pour l'instant, on va se calmer sur Oui. l'immobilier. On va se focus sur le business, on a dit maintenant. Ouais, ok, chaque chose, ok. Donc, j'ai bien compris. La question peut-être que j'ai envie d'aborder par rapport aux auditeurs qui écoutent le podcast, c'était quoi ton approche quand tu t'es dit, je veux une résidence principale rentable? Est-ce que tu avais en tête d'acheter pas cher au mètre carré? C'était ça ton obsession pour te dire, faut que je transforme du mètre carré et que je le revende? Enfin, comment tu t'es dit? Est-ce que tu t'es dit, il faut forcément des travaux? Enfin, comment t'as approché ta C'était quoi le... recherche de résidence principale rentable pour que quelqu'un qui se dit, ah tiens, moi aussi j'ai envie d'acheter ma résidence principale. Alors évidemment, vous savez que moi je suis plus pour le locatif, mais j'ai ma résidence principale et je sais que c'est pas mon meilleur move personnellement, mais bon, non, je sais pas qu'est-ce qu'on fera comme plus-value. Mais en tout cas, si quelqu'un dans l'audience se dit, tiens, je veux acheter ma résidence principale, je veux quand même qu'elle soit un minimum rentable, qu'est-ce que tu conseilles comme approche pour réussir à faire quelque chose de rentable en résidence principale? Alors, ça dépend comment tu le vois. Nous, on imaginait pour vraiment les critères idéaux, vraiment idéaux, et après on était prêt à se rabattre sur une autre solution qui était moins rentable, c'est d'avoir vraiment une partie que tu loues. Parce qu'en fait, en ayant une partie que tu loues, ben en fait, c'est le locataire qui te paye ta RP, en fait, ou une bonne partie. Donc c'était ça c'est le critère idéal. Donc ça demandait que l'ensemble soit assez grand pour pouvoir le diviser, ou qu'il y ait une partie qui permette un accès séparé. Parce que ça aussi, c'est important, tu vois. Là, on n'a pas encore mis en place les locataires, mais tu vas quand même vivre à côté de tes locataires. Donc, je pense qu'il faut quand même une certaine intimité. Et si tu as une cour partagée avec les locataires, moi, à titre perso, j'étais pas chaud. J'étais vraiment pas chaud d'avoir une cour partagée avec les locataires. Il y en a peut-être que ça dérange pas. Je sais que, enfin, j'en connais qui le font et ça les dérange pas. Moi, je sais que je voulais pas forcément ça. Donc, un des critères, nous, c'est que il y a une partie qu'on puisse diviser, même si c'est mitoyen notre maison, mais qu'on puisse créer un accès séparé. Le deuxième critère, c'était il faut que ce soit pourri. C'est bête, hein, de raisonner comme ça, mais bon, les investisseurs rentables, je pense, savent que c'est un critère important, parce que c'est comme ça qu'on crée de la valeur. Donc voilà, qu'il y ait suffisamment de travaux pour que nous, on puisse des fois déjà créer du déficit pour ne pas payer d'impôts sur les revenus locatifs d'une part, mais aussi qu'on puisse repartir un petit peu comment dire, d'un truc vide pour notre RP, pour aussi la construire comme on veut, pour créer de la valeur et pour avoir aussi une plus-value latente qui ne sera pas imposée à la sortie. Donc je disais, ces deux critères-là. Avoir une partie qui est divisible, même si tu ne divises pas vraiment au sens du cadastre, juste qui permet d'avoir un accès séparé pour que tu puisses mettre un locataire. Et t'es pas obligé d'avoir. Nous, on a eu 4 mètres carrés parce que voilà, on est tombé sur cette affaire et tout. Mais même si tu as 20 ou 30 mètres carrés, des fois, ça peut permettre d'avoir 500 euros qui rentrent. Et si tu as 1500 de crédit, bon, tu as déjà un tiers qui est payé par le locataire. Et c'est une façon finalement de le rentabiliser. Et si même à la fin, tu revends tout sans diviser, tu revends tes RP au global, bon, ça a quand même de la valeur de dire voilà, tu peux comment dire, tu peux avoir un locataire enfin, tu peux revendre finalement le même business finalement à une autre famille, ou même, ça on a appris ça aussi un petit peu dans les secteurs, il y en a aussi qui aiment avoir aussi une sorte de dépendance pour héberger la mamie ou quoi, qui est quelqu'un qui veut être accompagné par ses enfants ou quoi. Donc ça peut être aussi une typologie de trucs à revendre qui n'est pas forcément commune mais qui peut être recherché. Et tu as fait aussi tes calculs pour, imaginons toi, tu veux redéménager parce que pour X raison, tu as envie de faire autre chose ou bouger. Si jamais toi, tu mettais en location ta partie, tu serais quand même rentable et ça serait au moins à l'autofinancement Oui. Ouais, Alors, je te cache pas qu'on n'a pas calculé comme ça parce que, enfin, on l'a pas calculé, enfin, on n'a pas fait ce calcul-là parce qu'on part du principe que si on déménage, on vend. Parce qu'en ok. fait, pour moi, tout l'intérêt de la RP rentable, c'est aussi, comme je t'ai dit, dans les Ah deux ouais. objectifs, c'est d'avoir l'exonération de plus-value. Et si on loue,
Alors déjà, la rentabilité va pas être terrible par rapport au prix d'achat. Ça couvrira quand même les frais, parce que pour donner un peu des chiffres, hein, la partie locative, on peut la louer à peu près 1 000 euros. La OK, partie RP, on pourrait la louer 1 400 à peu près, tu vois. Et notre OK. crédit, il est de un peu moins de 2 000. Donc on resterait autofinancé avec un petit peu de cash flow. Mais le problème, c'est surtout que bah, une fois qu'on a mis en location, bah, tu perds l'exonération de plus-value en fait. Ouais, Donc c'est pas dans les plans. Ce qui est vraiment dans les calculs, c'est plutôt est-ce qu'on vend la partie locative ou est-ce qu'on la met en location. Alors, après multiples estimations, a priori, ça reste quand même plus intéressant de la louer. Enfin bref, on pourra rediscuter après de ce débat parce que c'est une des discussions, enfin, une des réflexions que j'ai en ce moment, mais a priori, on est plus parti pour la location. Mais pour répondre à ta question, on n'a pas forcément fait ce calcul, mais le calcul, il resterait bon, on resterait rentable dans le sens où on serait au moins autofinancé, voire même avec du cash flow, je te dis à peu près 400 euros de cash flow, quoi. OK. OK, OK. OK, donc ça, c'est cool et par rapport à la résidence principale, parce que je sais pas comment ça fonctionne le mécanisme, comme il y a un morceau qui est loué, si par exemple tu revends dans 5 ans, est-ce que la totalité du bâtiment est considérée comme ta résidence principale? Parce que tu as C'est fait une une super question, ouais. découpe de lot? Enfin, est-ce qu'il y a eu une découpe officielle? Enfin, je sais pas comment. C'est une très bonne question parce que c'est venu après, tu vois, c'est le genre de truc, par exemple, qu'on n'avait pas anticipé et qu'on a creusé après. Donc, j'ai dû me rapprocher d'un notaire et d'un géomètre pour en discuter. En fait, on a séparé, on a créé un compteur d'eau et un compteur d'électricité pour chaque maison. Donc, a priori, alors je ne suis pas un expert en division, mais a priori, c'est le plus important pour la division, Mmh, d'avoir vraiment un compteur de chaque. Pour diviser formellement, le seul truc qu'il nous reste à faire, c'est de faire venir un géomètre expert qui divise et qui met au cadastre. Et a mmh, priori, c'est bon. On l'a pas encore fait volontairement, parce que bon, on n'est pas forcément pressé pour le faire. Mais voilà, en tout cas, c'est ce qui nous manque pour que ce soit divisé formellement. Et par contre, peut-être la question un peu sous-jacente que tu te poses, ou que les auditeurs se posent, c'est comment tu calcules la plus-value finalement? Parce que tu auras une partie de la RP, une partie du locatif, mais moi j'ai acheté un ensemble. mmh. Donc, qu'est-ce qui est imposé, qu'est-ce qui n'est pas imposé? Donc, a priori, ça se fait au prorata des mètres carrés. Alors, il y a, j'ai une des versions qui me dit c'est au prorata des mètres carrés. Donc, si je donne des chiffres, hein, on a acheté donc 260 000. Il y a à peu près, en superficie, à peu près 2 tiers de RP, un tiers de locatif. Ce qui nous donne du coup un prix d'acquisition de locatif à peu près de 90 000 euros. Euh, et du coup, si je revends 250 000, bah, en gros, on fait 250 moins 90. Alors, il faut que tu majores tous les travaux qu'on a fait, les frais de notaire et tout, hein, tu vois, ou le forfait des 15%, machin. Euh, c'est une des façons de calculer du coup la plus-value. L'autre façon, et ça m'a énormément étonné, mais c'est un notaire qui m'a dit, bah, en fait, c'est moi qui dis le prix que je considère par rapport à l'état du bien aussi. Parce qu'en fait, dans notre partie locative, elle n'était pas dans le même état que notre partie RP. Ce que je t'avais expliqué quand tu étais venu de la partie de notre RP au rez-de-chaussée, c'était les cuisines d'un resto et le stockage des cuves à fuel. Donc c'était tout fermé, tout noir, tout brut. Donc c'était vraiment pourri. Alors que la partie locative, c'est là où ils habitaient les restaurateurs. Donc l'état était mieux. Donc en réalité, mon prix d'acquisition, il pourrait être fait en fonction de ce que moi je dis. Et ça, je trouve ça assez dingue. Mais alors, ça a un nom, le terme de définir le prix. Mais je pourrais dire, en fait, au vu de l'état dans lequel je l'ai acheté, en réalité, c'est pas juste au prorata des mètres carrés, mais il ne vaut pas 90 000. Mais en fait, mon prix d'achat, je considère que c'est 150 000. De ça, je majore les travaux. Et en fait, je ne paye pas de plus-value, tu vois. Alors, j'en OK. suis pas là, mais je pourrais le tourner comme ça. Enfin, c'est possible en tout cas. Oui, 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 que tu as apporté moins de valeur finalement, sur la partie, C'est ça. locative. OK, OK. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est parce que c'est sûr qu'on peut pas juste s'arrêter au mètre carré. Tu vois, il y a forcément aussi d'autres, facteurs, Ouais, d'autres critères, ouais. Ben moi, je pensais que c'était ça. Enfin, j'ai un premier notaire qui m'avait dit c'est un prorata de la superficie, et un autre notaire qui m'a dit bah non, c'est du déclaratif. Ah, c'est ça le terme que je cherchais. C'est du ouais. déclaratif par rapport à l'état du bien dans lequel je l'ai acheté, par rapport aux photos dans lesquelles on pourrait se référer, etc., ou l'agent immobilier qui me l'a vendu qui peut confirmer. Ben, effectivement, l'état du locatif était en meilleur état, donc ben, les travaux enfin, le prix d'acquisition est pas forcément bêtement au prorata des mètres carrés. OK. OK. OK, OK. Donc, très Et ça, c'est un sujet que intéressant j'ai découvert sur le tas, tu vois, qui est un peu et technique, donc mais qui est ce serait que intéressant. si tu vendais ta RP, en fait, tu pourrais vendre que la partie RP et pas vendre la partie locative si tu voulais. Mhm. Parce que, si par exemple, imaginons tu te calcules que finalement la plus-value sur la partie locative, c'est autant le garder, ça s'auto-rembourse Mhm. et vendre que la résidence principale ou les 2. Ouais, C'est OK. aussi possible, ouais, complètement. Par contre, là, il y a un autre sujet qui se pose et qui est mon sujet du moment, et surtout juste après notre appel, j'ai un rendez-vous avec ma banquière justement pour creuser le sujet. C'est qu'est-ce que je fais du crédit finalement? Parce que si je vends qu'une des deux parties, est-ce que je suis dans l'obligation de rembourser la banque?
Et alors là, ben, dommage qu'on ait fait l'épisode aujourd'hui et pas dans 2 heures, parce que du coup, j'aurais eu la réponse. Mais j'ai quand même un peu creusé le sujet. En fait, si j'étais en garantie de caution, bon, tu le sais, alors c'est pas trop légal de le faire, mais théoriquement, t'es pas censé. Enfin, la banque ne sait pas ce que tu as vendu. Donc théoriquement, je fais un peu ce que je veux de l'argent. Alors, légalement, tu es censé quand même rembourser la banque, hein. Donc c'est quand même Mm. un risque si tu le fais pas. Moi, dans tous les cas, pas le choix, je suis en hypothèque, donc la banque sera au courant. Mais a priori, enfin, on va repartir avec des chiffres, hein, je dois 360 000 à la banque. Aujourd'hui, le locatif, il est évalué à 250 000. Donc si je vends le locatif, je récupère 250 000. Ben, qu'est-ce que je fais? J'ai soit le choix de rembourser en avance 250 000 sur les 360, il me restera que 100, 110 à rembourser. Ou moi, ce que j'aimerais négocier, c'est ben, je ne vous les rembourse pas. Moi, je les place sur des SCPI à 6%. Et comme ça, je garde mon levier en fait. Mais par contre, je ne sais pas si la banque va accepter. C'est ma question que je dois poser après à la banquière. Mais tu vois, il y a ce sujet-là aussi qui se pose. Si je vends qu'une deux parties, vu que j'ai acheté un ensemble et que j'ai fait un crédit sur l'ensemble et que je vends qu'une des deux parties, bah, il y a ce sujet qui se pose. Ouais. Parce que moi, de ce que moi j'avais, en tout cas à l'époque, parce que on se pose aussi la question si on vend qu'un seul appart de l'immeuble, mais pas tout l'immeuble, etc. Moi, ce que j'avais entendu, c'est qu'il y avait une évaluation séparée en fait des deux lots, et la banque vérifie surtout que ce que tu gardes est supérieur Oui, ça au restant couvre. Ouais, dû, tu vois. C'est un peu ça la logique. Enfin, c'est ce ça. qui, ce C'est qui c'est ce paraît que logique, à peu près. c'est ce que m'avait dit le notaire. Il m'avait parlé justement de main levée partielle, parce que tu sais, as la main levée d'hypothèque, Ouais. machin. A priori, il peut faire une. Je sais plus le terme, je crois que c'est main levée partielle, mais j'ai peur de dire des bêtises, qui en gros, en fait, confirme ce que tu dis. C'est que si finalement, moi, la valeur de ma RP, en fait, couvre le crédit, il pourrait en gros pas me demander de rembourser. Et dans ces cas-là, bon, bah, peut-être que je vends et après avoir ce que je fais, soit je mets sur de la CPI ou si j'ai de l'énergie, j'achète un immeuble et je vends encore plus gros, tu vois, je sais Mm. pas. Mais voilà, en tout cas, il y a ce sujet-là aussi qui peut être aussi intéressant à creuser, quoi. Ok, et donc maintenant on va reprendre l'histoire. Euh, donc vous avez pris cette décision, vous avez trouvé le bien, vous avez choisi de chercher plutôt de la surface, vous avez de la valeur à ajouter, la possibilité de diviser, tu voulais pas partager une cour ou un jardin avec tes voisins, enfin avec Hmm. tes voisins locataires. Le prêt, on est bon, et ensuite maintenant c'était quoi? Est-ce que dès le départ tu voulais faire de la division? Tu voulais mettre en location? Est-ce que tu avais en tête de faire du Airbnb? Parce qu'il y a un côté aussi hyper pratique d'être juste à côté du Mhm. Airbnb. Enfin, comment tu as décidé tout ça? Enfin, ta stratégie? Alors là, tu parles sur le mode d'exploitation du Ouais, locatif? sur le mode d'exploitation, en fait, Ouais. ouais, une fois que tu savais que tu avais assez de surface pour créer de la valeur, ensuite, une fois Mhm. que la valeur, elle est créée parce que tu as créé un deuxième logement, pourquoi pas le Airbnb à côté de chez toi ou... Alors, c'est une super question et c'est un de mes épisodes. J'en ai fait un épisode dédié sur pourquoi je loue en nu plutôt qu'en meublé. C'était une très très longue décision à prendre, une très longue C'est même réflexion pas parce que, meublé, hein, moi j'ai carrément en tête Airbnb, ouais, genre LCD, ouais. location courte durée, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, en fait, bon, à la base, moi, la réflexion, elle était est-ce qu'on loue en nu ou en meublé? Ok. Et en fait, si on loue en meublé, c'était courte durée. Parce qu'en fait, meublé longue durée, ça n'avait pas de sens chez nous parce que les gens, ils cherchent pas du. Enfin, la typologie du bien et de mon village, 80 mètres carrés, maison, véranda, c'est pas du meublé, quoi. C'est du nu. Par contre, ça peut s'apprêter à la courte durée. On s'est fait tous nos calculs, investissement initial, machin bidule. En réalité, au bout de 5 ans, on était à peu près flat avec le nu. Je sais que ça peut paraître assez fou, mais nous, on vise à peu près une revente sous 5 ans. Et sous 5 ans, l'un dans l'autre, financièrement parlant, en tout cas, c'était à peu près pareil. Mais par contre, en fait, moi, j'ai été tellement rincé de suivi de chantier, de gestion, de machin, parce qu'on a aussi mis la main à la pâte, de travaux et tout, que je me voyais pas repartir sur entre guillemets, un side business LCD. Alors oui, je sais qu'on peut automatiser, je sais qu'il y en a qui arrivent à mettre des trucs en place de fou, mais nous, on fait un peu de LCD sur Avignon, et je sais que ça demande quand même un peu de charge mentale. Et j'étais pas prêt en fait. J'étais pas prêt à me rajouter cette charge mentale. J'ai envie Bah, en gros surtout que le si le truc, gain est pas, la différence de gain, elle est pas énorme, c'est pas ouais, motivant. bah, c'est ça, elle est pas folle. Et en gros, tu vois, on va louer 1 000 € en nu à peu près par mois. On a fait nos simulations avec Airbnb, ChatGPT, etc., en tenant compte des saisons basses, saisons hautes et tout. Au mieux du mieux, on était entre 1 500 et 2 000 par mois lissés sur l'année. Si tu enlèves la charge mentale et tout, enfin, c'est Mm. pas très rentable. Enfin, la plupart des gens qui font de la LCD, ils me disent, pour que ce soit intéressant, il faut faire du x2 ou du x3 sur Sur ton ce que... mensuel pour que Bah ouais. l'énergie vaille le coup. Là, je ferais du x1,5. Le jeu en vaut pas la chandelle, Ouais. je trouve. Bah ouais. Ouais, mais c'est un très bon calcul, ça, pour les auditeurs, de se dire,
en fait, par rapport à la charge mentale, moi, je sais qu'il y a forcément, il y a toujours un prix à partir duquel tu es OK de gérer de la galère. Mais Ouais, la c'est ça. question, c'est quel est le prix à partir de prêt? Et du coup, tu t'as fait ton calcul et tu t'es dit, ouais, non, mais en fait, pour 500 € de plus par mois, me gérer des Ouais, voyageurs c'est et ça. tout, ça vaut pas la peine. Ça vaut Et pas puis la ça, c'est peine. sans compter, ben, là, il y a femme de ménage à gérer, tu as les draps, le petit entretien, les entrées-sorties. Alors, oui, on peut mettre des boîtes à clés, oui, on peut tout laisser gérer par femme de ménage, mais je sais que dans les faits, il y a quand même de la charge, tu vois. Ouais, T'as beau déléguer et tout, ouais, ouais. t'as quand même de la charge. Mais en fait, moi, ma réflexion par rapport à ça, c'est que je pense que chacun a des leviers de croissance différents. C'est-à-dire que quelqu'un qui a peut-être une carrière qui stagne, qui a seulement cet investissement immobilier et du coup son seul levier de croissance, c'est peut-être faire de la location courte durée pour gagner 500 € de plus par Mhm. mois, bah go. Ah oui, mais c'est Mais clair. si tu as une carrière où bah, toi tu sais qu'avec investir simple et ton entreprise, bah, tu peux la développer beaucoup plus, tu sais que tu peux faire d'autres investissements, tu as plein de ressources possibles pour augmenter tes revenus. Et en fait, du coup, bah, tu arbitres en te disant, en fait, non, ça sert à rien que je me casse la tête pour 500 € par mois de plus, parce qu'en réalité, je me casserais un peu plus la tête sur d'autres choses, je pourrais générer bien plus. Mais c'est exactement ça. Et puis d'ailleurs, ça me fait penser, bah, quand tu es venu à la maison avec Cyril et les enfants et tout, on avait discuté de ça. Et je t'avais dit, tu vois, nous, on s'est énormément impliqués dans ce chantier. Mais quand je te dis énormément impliqués, c'est-à-dire qu'on était là tous les jours en suivi de chantier, mais aussi on a fait beaucoup de travaux nous-mêmes. Il y a eu des semaines où il y avait des journées qu'on passait entières sur le chantier. Des fois, c'était toute la semaine, on faisait mi-temps, matin travaux, après travail et tout. Et en fait, je sais que c'est pas intelligent. Même toi, tu me l'avais dit, le taux horaire, il est pas bon. Et tu as raison, je le sais. Et en fait, je sais que j'ai délaissé mon business pour ce projet. Et en fait, aujourd'hui, j'étais un peu traumatisé par ça et je me dis, voilà, maintenant, je veux focus mon business. Et je veux plus avoir un truc parasite, genre LCD ou un autre side business, machin. J'ai dit, non, non, mais là, dès que je finis le chantier d'RP rentable, c'est bon, on a fait un beau truc, on s'est bien impliqué, on a compris plein de choses et tout. Là, c'est fini. Maintenant, mon focus, c'est développer mon business. Comme tu dis, mon levier de croissance aujourd'hui, je veux que ce soit le business et pas la LCD. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est très bien, parce que je pense que les gens, ils ont besoin de l'entendre aussi, parce que moi, je vois régulièrement des gens qui ont des leviers de croissance bien plus importants dans d'autres secteurs. Alors, ça peut être aussi d'ailleurs, soit ça peut être au niveau de la carrière, de l'entreprise si on a une entreprise, et parfois aussi, tu as d'autres leviers de croissance en immobilier que juste optimiser pour gagner 500 € de plus par mois, parce qu'il y a des gens, ils ont des grosses capacités d'endettement, et en fait, ils ne les utilisent pas. Et il y a certains profils, je le sais, dans les membres, je leur dis, toi, ta valeur, c'est de racheter un immeuble à 500 000. Donc, j'ai pas envie que tu te focuses là, à essayer d'optimiser ton patrimoine existant pour faire 500 € de plus par mois, alors que, en fait, tu en as encore sous le pied pour racheter un immeuble à 500 000. Mhm. Donc, concentre-toi sur là où tu as le plus de Ouais. croissance possible que d'avoir ce réflexe un peu de papy ou de tonton Jean de vouloir optimiser ses petits centaines d'euros tous les mois pour optimiser en se disant ah bah non je vais pas perdre de l'argent, t'imagines je pourrais faire ci ça ça et puis en fait tu t'embourbes dans des Mhm. petits comptes qui en fait sont t'oublies la picture la big picture de comment tu peux Mhm. croître. Ok, donc trop cool. Ouais, parce que vous avez fait une grande partie de vos travaux vous-même, ça je sais, enfin en tout cas vous avez Alors, une vraiment grande partie, c'est un grand ouais c'est mot. un grand mot je sais. 20%, je dirais. Voilà, 20%. 20%. Ouais, ouais, mais c'est déjà pas mal parce que je crois que vous avez fait la Ah, c'est déjà peinture, beaucoup. Ah ouais, on a vous fait avez la fait la. peinture, on a posé les cuisines, on a fait les plaintes, on a fait du placo, on a fait après plein de petites finitions à la cour, mais qui prennent tellement de temps, tu vois. Enfin, Ouais. c'est tous les petits trucs. Ah, toute la démolition aussi. On a commencé le chantier, on a tout démoli nous, qu'on a énormément sous-estimé, évidemment. Nous, on est dit en une semaine, c'est réglé. En fait, on a mis 3 semaines pour tout démolir. Donc, des mauvais calculs aussi. Mais ouais, j'en oublie, hein, on a fait plein d'autres petits trucs. Et puis, rien que le suivi de chantier, ça prend un temps de malade. Trouver les artisans, les coordonnées, les machins. Être derrière eux aussi. Bah Les ouais, tensions, les budgets, les factures. Enfin bref, tu sais ce que c'est, hein, mais ouais, voilà, ouais. c'est du temps. Trop bien. Donc maintenant que c'est fait, maintenant je veux bien qu'on fasse un petit bilan chiffré là de cette résidence principale pour que tu donnes, parce que je sais que t'étais OK pour donner tes chiffres et tu les as préparés, pour que les gens se Yes. rendent compte combien tu l'as acheté, combien tu as fait de travaux dedans. Alors moi j'ai quelques chiffres déjà sous les yeux, mais vas-y si tu veux refaire un petit récap Ouais. et combien à la fin en fait tu considères que tu as gagné. Et peut-être aussi, hyper important, tu considères que ça t'a pris combien de mois de charge mentale, en fait, cette résidence principale, en fait? C'était Mhm. combien de temps? 12 mois, 18 mois, 2 ans? Enfin, je sais même pas, en fait, combien de temps. Alors, on a signé l'acte de vente début février 2025. Ouais.
Et donc, on a attaqué la démol le lendemain, hein, donc on n'a pas perdu de temps. Donc, début février 2025 et on a fini début juin 2026. Donc là, on enregistre cet épisode, c'est le 11 juin. On a fini, je te dis vendredi dernier, tu vois. Donc, OK, disons, on a compté, ça fait 16 mois en tout. 16 mois OK. de suite, chantier, travaux. Et pour moi, la charge mentale, c'est vraiment tout ça. Parce que ce qui était avant la signature, tu en avais un petit peu, parce que tu as la banque, le notaire à gérer, mais c'est tellement dérisoire par rapport, je trouve, aux travaux que je considère que c'est pas vraiment comme en ce moment, tu vois, là, on met en location et tout. Oui, il y a un peu de charge mentale, il faut mettre l'annonce, faire les visites et tout, mais c'est pas pareil, tu vois. Bon. OK. OK, Disons OK. 16 mois de charge mentale vraiment intense. On a acheté, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc 267 000 euros frais d'agence incluse, 30 000 Ouais, euros de frais de notaire. On ouais, avait prévu, c'est important aussi d'être franc sur les chiffres, on avait prévu 150 000 euros de travaux. ouais. Évidemment, on a explosé le budget. À la fin, les travaux là, j'ai les coûts finaux, hein, tout compris à la barre de seuil près, et même avec des trucs qu'on n'a pas prévu, genre on a construit un mur en plus, et des trucs chers qu'on n'a pas prévu, genre la façade, une terrasse et tout. On a dépensé 124 000 euros pour la RP et 83 000 euros pour le locatif. Alors Donc attends, redis voir le chiffre? 100 K, 124 pour la RP OK, et 80. et 83 pour le locatif. Donc tu as Alors, je dépensé t'arrondis de toujours au millier d'euros 57 près. 000 par rapport au budget, initial de 150 C'est 000. ça. En fait, ça dit ouais, bon, c'est pas ça me choque pas. Mais en même temps, je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de mètres carrés, hein. Tu sais, quand tu Ouais, m'avais dit ouais. 240 mètres carrés, c'est quand même beaucoup de mètres 240, ouais. carrés, hein. Quand Et tu ouais. m'as dit 150 000, ouais, Bah, en c'était fait, ambitieux. Mais ouais, c'était très ambitieux. Je sais ouais, très bien que c'est très ambitieux. Alors, je reviens d'ailleurs sur un truc. Donc, là, pour finir juste le calcul, on arrive à ouais, 505 000 euros. Si on a le total, tout compris, on est à 505 000 euros. Avant de te détailler un peu le calcul de l'impôt, l'estimation actuelle et ce qu'on a gagné, euh, tout à l'heure, tu m'avais posé la question et je t'ai pas répondu si je raisonnais aussi en prix au mètre carré au moment de l'achat. Et ça a été un peu notre déclic finalement, parce qu'à la base, ce bien-là, bon, je vais pas trop faire l'histoire parce qu'elle est un peu longue, mais entre gros, à la base, on l'a visité, on n'était pas chaud, mais en fait, quand on a vu la chose différemment sur la division et qu'on a calculé en fait combien ça nous coûtait au mètre carré et quelle était notre plus-value latente, c'est là où on a changé de truc. Parce que finalement, 267 000 euros à 240 mètres carrés, on est à 1100 euros le mètre carré. Dans notre ouais. village, la moyenne, c'est entre 3000 et 3003 le mètre carré. Donc, le calcul était assez simple. On s'est dit, si on fait 1000 euros de mètre carré de travaux, il nous reste qu'à 1000 euros de marge par mètre carré. Donc potentiellement 200, entre 200 et 240 de plus-value latente potentielle. Bon, dans les faits, on a eu plus de travaux, machin, il y aura un peu d'impôts, donc tu verras que c'est un peu moins. Mais finalement, on n'est pas loin. Et c'est ça qui nous a fait le déclic de dire, OK, on y va. Parce que finalement, quand tu raisonnes froidement au prix au mètre carré, mais voilà, si tu arrives à suivre après ce budget de 1000 euros le mètre carré, c'est ce qu'on a à peu près suivi. Euh, voilà. Après, voilà, forcément, on a mis un peu la main à la pâte et tout. Sachant qu'aussi dans les travaux, on pourra le détailler après, on a eu beaucoup de grosses œuvres, hein. On a fait 6 ouvertures en façade, des gros murs porteurs à l'intérieur de PT. On a refait la façade, on a fait des terrasses. Enfin, on a repris toutes les menuiseries. Ça a été placo, architecte. Enfin, bref, c'était pas un petit chantier non plus, tu vois. C'était quand même un gros truc. Donc voilà. Mais souvent, je trouve que c'est dans le gros œuvre aussi qu'on crée le plus de valeur. Parce que, tu vois, créer une ouverture, créer une fenêtre, créer Mm. des grandes baies vitrées, enfin, c'est là qu'en fait, tu fais la différence Bah ouais, de rendu. Tu vois, des fois, il y a des gens, ils bah veulent faire complètement. des grosses plus-values, mais juste en faisant la peinture. Mais je fais, mais ouais, mais en fait, t'as Ouais, pas vraiment créé de valeur, quoi, tu vois. T'as juste fait la peinture. Donc, c'est c'est là clair. aussi que quand on réfléchit bien à la découpe, Ouais, c'est là l'aménagement et tout, ouais. voilà. Ok. Trop bien. Donc alors, attends, moi je fais mon petit calcul parce que si tu peux le revendre Vas-y, 3 allez, on 000 va euros venir du sur les mètre, chiffres. 3 300 t'as dit, ou 3 000. Donc ça fait quand Ouais, même un c'est petit entre paquet 3 là. et 3003. Alors, ça fait un petit paquet, mais tu vas voir que j'ai un petit peu déchanté avec les estimations. J'étais Ok, un peu déçu quand même. Euh, Avant de te donner l'estimation, juste je te calcule quand même l'impôt qu'on payerait, parce que enfin, c'est un calcul très vite fait, mais j'ai pris le prix d'acquisition du locatif au prorata. Je ne suis pas parti du déclaratif, j'ai pris l'estimation la moins bonne, hein, le truc bas. Donc 90 000 euros de prix d'acquisition, on majore de 83 000 de travaux locatifs. Les frais de notaire au prorata, on est à 10 000, ce qui fait un prix majoré des travaux de 182. ok, Aujourd'hui, le locatif est estimé à 250. Donc ça, pour le ok, coup, c'est ce qu'on avait prévu. On est à 3 000 euros le mètre carré. On n'a pas été déçu sur l'estimation, tu vois. Donc ça nous fait une plus-value brute sur le locatif de 67 000 et donc un impôt, si on revend aujourd'hui, alors là, toutes les simulations, c'est si je refais en tout aujourd'hui, hein, ce qui a priori ne sera pas le cas.
on payerait donc le maximum d'impôts, 36,2 sur la plus-value, on serait à 24 000 euros d'impôts. Donc OK. on aurait net sur le locatif, 43 euh, 000 ouais, de plus-value, c'est ça, de de plus-value dans la plus-value poche. nette, OK. c'est ça, sur le locatif. Et Je alors moi, suis, du tu coup, vois, je fais les calculs en même temps. ouais, c'est bien. Alors c'est marrant parce que du coup, moi, ce chiffre-là, je l'avais pas parce qu'en fait, j'ai raisonné au global. Ah, Je te dis les chiffres que j'ai après au global. Donc l'estimation de la RP, donc l'estimation locative, je t'ai dit après travaux 250. Et l'estimation de la RP après travaux, c'est là où on était déçus. C'est là où on était déçus parce que, peut-être comme des candides, je sais pas, mais nous on pensait qu'on allait avoir les 3 000 euros mètre carré. Parce que c'est quand même tout rénové, c'est tout neuf. Mais, alors on n'a fait qu'une estimation aussi, hein, donc il faudrait qu'on fasse avec une estimation, mais ils nous l'estimaient à 430 000. C'est déjà très bien, hein, on va pas se plaindre parce que du coup, l'estimation totale du projet fini est quand même de 680 000, sachant que en tout, on a dépensé à peu près 500 000. Mais on était un peu déçus parce que, avec tout l'effort et l'énergie machin qu'on a fait, et en partant du principe qu'on est quand même voilà, sur un truc tout neuf, rénové complètement, avec jardin, etc., dans la campagne, on se disait qu'on allait être quand même taper les 3 000 euros le mètre carré. Mais je pense, et ça c'est plutôt toi l'experte qui vient me dire, et je l'ai compris un petit peu, c'est que finalement, plus tu as de mètres carrés, plus c'est dégressif aussi, tu vois. ouais. Et il nous appliquait 2005 le mètre carré, et ça m'a fait un peu chier, tu vois. Ouais, Donc, en fait, ce qui est compliqué avec les mètres carrés, c'est que en fait, c'est une façon de raisonner, mais ça peut pas être la seule, en fait, quand on fait une estimation de prix. Tu vois, c'est-à-dire, hmm, des fois, ça me fait rigoler parce que ça me fait penser à, des fois, j'ai des membres et tout, tu sais, pour regarder les loyers, ils regardent le prix du loyer au mètre carré. Je fais oui, mais le loyer au c'est pas mètre que ça. carré, en fait, tu vois, à un moment donné, ok, il y a de la surface, mais ça dépend du bien, tu vois. Hmm. En fait, au loyer au mètre carré, ça paraît évident à tout le monde, tu vois, parce que. Mais en fait, c'est pareil aussi en immobilier, dans le sens où tu as le prix au mètre carré, ok, c'est un indicateur, mais après, il faut regarder Il faut regarder l'ensemble, bien sûr. l'ensemble Et et c'est tout c'est ça. ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit l'agent aussi. Mais c'est vrai que bah, vu qu'on est quand même sur deux maisons mitoyennes finalement, pourquoi le locatif il me l'a estimé à 3 000 et pourquoi la RP à 2005, tu vois? Bon, mais après, encore une fois, Oui, c'est après, qu'une estimation aussi, ouais, machin. Mais en tout cas, ça reste correct, tu vois. C'est très cool. On est toujours rentable hein, avec ce que je te dis. Donc, d'ailleurs, pour finir sur ce qu'on a gagné concrètement. Donc, 430 d'estimation d'RP, 250 ouais, d'estimation de locatif. Donc, projet total fini, estimation 680. Donc, plus-value brute 175. On ouais, enlève à peu près les 25 000 euros d'impôt qui est lié à la part du locatif. Donc, on arrive avec une plus-value après impôt, donc net dans notre poche de 151. Donc, 150 pour faire large. ouais. Donc, Génial! en 16 mois, 150 000 euros net. Donc, pour, pour donner pour me rassurer, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, j'ai divisé par 16 en fait ce prix-là. Et finalement, ça veut dire qu'on aurait gagné, enfin que l'énergie qu'on a dépensée nous aurait fait gagner 9 500 euros par mois pendant 16 mois. Si bien sûr on revend tout de suite, etc. Donc bien sûr, c'était pas notre seule source de revenus, on a notre business hein, qui nous a payé, etc. Mais je suis quand même content, hein, je vais pas te mentir, je vais pas te dire que je suis pas content d'avoir gagné 150 000 euros avec tout ce qu'on a dépensé, mais j'aurais aimé un petit peu plus voilà, de valorisation sur la RP, mais on est quand même très très content. Voilà, avec toute l'énergie et ce qu'on a mis dedans, on a gagné ça. Et puis, comme je t'ai dit, hein, en plus de ça, on vit dans une maison de 160 carrés qu'on n'aurait jamais pu se payer si on n'avait pas fait ce projet-là. Et l'autre chose aussi, c'est que ça, c'est à l'instant T, hein. L'objectif, c'est quand même de créer de l'amortissement, de faire jouer l'effet de levier et que revendre dans 5 10 ans. Et dans 5 10 ans, on touchera bien plus parce que on aura amorti du capital, etc., quoi. Pour peu qu'aussi que les biens se valorisent aussi, on pourra gagner aussi encore plus. Ouais, mais c'est quand même génial. Je trouve que ouais, c'est ce que tu disais, c'est quasiment 9 000 € par mois d'enrichissement. Hmm. Enfin, je trouve- Net, hein. ouais, c'est-à-dire que en fait, les gens qui ne font jamais d'immobilier et qui attendent, enfin, et qui ont, enfin, parce que toi, évidemment, tu as un business, donc forcément, t'as pas la même perspective. Mais la plupart Mhm. des gens, ils sont salariés, ils n'ont pas de perspective de croissance particulière, à part bah, Mais pas bosser. aussi violent qu'avec un business que tu peux avoir, quoi. Ouais. T'es plus capé Alors, en salarié qu'en business, ouais. c'est ça, et ça fait que bah, quelqu'un qui est actif en immobilier et qui, au pire, tu sais, fait des choses comme ça, mais tu sais, tous les 5 ans ou tous les 10 ans, Mhm. bah, en fait, il va avoir un patrimoine quand même tellement plus conséquent que celui qui aura rien fait en immo. Ah, bien sûr. C'est tellement. Tu fais des marches, enfin, tu montes des marches tellement plus rapidement que c'est ça la magie de l'IMO, tu vois. Pourtant, Ah je suis ouais. un des premiers, je suis un des premiers à dire l'IMO, c'est chronophage, j'aime pas trop ça et tout.
Bon ben, je reconnais que c'est ce qu'il y a de plus enfin, c'est ce qui permet d'accélérer le plus vite, en fait. Dès que tu as du temps et Bah de ouais, l'énergie pour t'y mettre, parce que c'est le plus rentable. parce que J'adore 150 les 100 ETF et les SCPI, tu vois? bah oui, Mais mais ça va calcule pas aussi vite, quoi. pour créer 150 000 € de valeur avec des SCPI, En il faut 16 y mois, aller, quoi. c'est Tu impossible, vois? tu peux pas. Tu peux pas, c'est trop puissant, quoi. Ah donc C'est c'est chouette. OK. Et voilà, et le petit truc aussi, on revient finalement sur le sujet initial qui est de l'ARP. En plus de ça, voilà, par-dessus tout, avec tout en plus de l'argent qu'on a gagné, alors ça reste de l'argent virtuel, hein, on n'a pas vendu donc pas gagné. On vit, je le répète parce que on a aussi énormément augmenté notre confort de vie, tu vois? On vit dans 160 mètres carrés, on a 4 chambres, moi, enfin, tu vois, là, j'ai créé mon studio de podcast et cetera. Enfin, ça, c'est un truc que j'aurais jamais pu créer avec mon budget et ma capacité d'endettement. Au mieux, on avait, je te dis, 90 mètres carrés, on aurait eu 3 chambres grand max, j'aurais jamais eu de studio, j'aurais peut-être pas eu de jardin. Donc, il y a ça aussi, tu vois? Alors là, je m'adresse plutôt aux parents, pères, mères de famille et tout, qui veulent aussi, donner du confort à leurs enfants. Bah, faire un projet comme ça, en plus de l'enrichissement global et de la constitution patrimoine, tu améliores ton confort de vie, tout de suite, quoi. Mais ce qui est Payé par le intéressant locataire. mais ce qui est intéressant dans ton mindset, c'est enfin moi ce que j'aime bien, c'est que tout de suite tu te dis: «On est là pour y rester 5 ans». Et en Mmh. fait, l'erreur des gens, enfin, je trouve souvent quand ils achètent leur résidence principale, c'est qu'ils s'imaginent qu'ils vont y rester jusqu'à la fin de leur vie. Enfin, je sais pas comment te dire. Toi, tu sais Mmh. déjà que, en fait, ça te détache un petit peu plus émotionnellement du bien. Tu vois, alors que si tu es en mode, c'est la maison de toute ma vie. Enfin, et du coup, et du coup, en fait, tu sais, émotionnellement, bah, du coup, tu vas mettre des matériaux pas possibles. Tu sais, en fait, tu Mmh. vas surinvestir émotionnellement la maison et la surinvestir financièrement. Alors que d'avoir une approche, ok, ça va être ma maison sur les 5 prochaines années. Au pire, ça se trouve, tu y resteras plus longtemps ou moins longtemps. Mmh. On n'en sait rien en vrai. On sait pas, Dans les ouais, ouais. deux cas, on ne sait pas. Mmh. Mais je trouve que ça te détache un peu plus émotionnellement et ça te permet de prendre des décisions peut-être un petit peu plus réfléchies que celui qui se dit on va rester là Un peu pendant plus des froide, années, quoi. quoi. Un peu plus Mmh. froide, ouais. Ouais, et alors ça nous a pas empêché quand même de nous faire un petit peu plaisir, tu vois? On s'est Oui, mis une baignoire, spa, machin et tout, mais effectivement, nous, enfin, on se voit pas, enfin, aujourd'hui, en tout cas, on n'imagine pas que ça va être la maison familiale pendant les 50 prochaines années. On se dit que c'est un projet sur lequel alors on a quand même envie de stabilité, hein, pas te mentir, hein, on a quand même envie d'être un peu posé et de voir nos repères et tout. Donc, nous, 5 ans, ça nous paraît bien. Et puis après, dans 5 ans, on aura certainement d'autres envies, tu vois. On est comme toi et Cyril, on change aussi beaucoup de trucs. Alors, je sais pas si on va aller, si on va partir de France encore, on ne sait pas encore, mais en tout cas, je pense dans 5 ans, on aura d'autres projets. Peut-être qu'on aura une autre maison, peut-être plus petite, j'en sais rien. Mais voilà, je pense qu'on restera pas toute notre vie et puis c'est un projet dans ce moyen terme, quoi. OK. Et donc, bah, attends, j'ai bien compris que maintenant, là, tu vas te concentrer sur, ton entreprise, de la faire développer. Là, tu fais une pause IMO pendant quelque temps C'est parce ça. que, forcément, mais moi, c'est de toute façon, l'immobilier, pour moi, je trouve que ça marche avec des cycles. Mais Mmh. j'ai quand même envie de te poser la question par rapport à ta vision, là, sur l'investissement. Comment tu projettes ou que tu planifies tes investissements sur les 10 prochaines années? Est-ce que tu penses que tu vas refaire des coups IMO comme ça, peut-être d'ici dans 5 ans, refaire un coup comme ça et refaire des coups IMO, enfin, j'appelle ça un coup, dans le sens où, tu sais, c'est un peu une opération coup de poing, plus-value, Mmh. ou est-ce que tu es plus en mode: «Non, je referai plus comme si», enfin, comment tu te vois sur le long terme en IMO, là, sur les 10-20 prochaines années, comment tu veux développer ton parc, en fait, IMO ou pas? Alors, là, je te dis ce que je pense à l'instant T, Bien ça peut sûr. bien sûr évoluer. Hem, La pause, grosse pause pendant au moins 1 an ou 2. Donc c'est-à-dire on met en location, on laisse tourner. J'ai mes 2 autres apparts aussi qui tournent. J'aimerais en revendre un, parce que j'en ai un qui est toujours à Paris, qui est un peu galère à gérer et tout. J'attends qu'en gros que la ligne 15 sud soit en route. Normalement, c'est le cas dans 1 an, donc si tout va bien, voilà, au prochain turnover de locataire, je prévois de vendre. Donc d'ici 2 ans, quand j'aurai ce cash qui va arriver, à voir dans l'état d'esprit dans lequel je suis et si j'ai l'énergie ou pas. Si j'ai pas d'énergie, ce sera placé en SCPI en mode ultra passif ou voire en ETF. Enfin bref, je réallouerai avec je refais une belle allocation d'actifs, machin. Si j'ai l'énergie, par contre, je suis chaud de tenter un immeuble. Pour le coup, pas tout de suite, mais si je refais un projet locatif, par contre, je suis chaud de franchir le cap de l'immeuble. Parce que je considère aujourd'hui, voilà, que ça fait bientôt 10 ans que je fais de l'IMO. J'ai fait du T1, du T2, de la RP, de la maison, tout.
J'aurais peut-être pu commencer avant, mais en tout cas, je serais chaud. Mais en tout cas, je sais ce que je ferai plus, mais je sais ce que je ferai. Et en Ah, termes de qu'est-ce que tu feras typologie de plus bien, déjà? Qu'est-ce que dans ta tête tu ferais plus? colocation, trop galère à gérer, trop chiant. Enfin, je ferai plus ce que j'ai fait à Avignon, ce que je fais en ce moment à Avignon, qui est colocation plus LCD, c'est trop chronophage. Tous les mois de juin, je dois faire 3 états des lieux de sortie, je dois retrouver 3 locataires, 3 états des lieux d'entrée en Ah là septembre, là. mettre en place la LCD juste pour le mois de juillet, gérer femme de ménage, machin, tout. Enfin, c'est trop chiant, ça me gave. Donc ça, je referai plus. Par contre, l'idéal pour moi, je sais pas si je trouverais ça, mais idéal, trouver un petit immeuble de 3-4 lots, que des T2 ou des T3, en meublé longue durée, et basta. Voilà, ce Mhm. serait le. Peut-être c'est un peu cliché, peut-être pour toi c'est un peu la base et tout, mais en tout cas, moi, avec l'expérience que j'ai en IMO, c'est aujourd'hui par rapport, encore une fois, à ma situation, à la charge mentale que je veux y accorder, c'est ce qui me correspondrait le mieux. Et la coloc à Avignon, pourquoi tu la passes pas en full longue durée en fait? Parce que c'est plus rentable, pas du tout rentable. Ouais, mais à combien de... C'est pareil, l'effort par rapport au gain en Ouais, plus, bah, est-ce j'y qu'il est réfléchis, vraiment hein. nécessaire? Parce qu'il y a bien Alors, des gens le fait qui veulent peut-être la d'attirer. louer à l'année complètement, non? Bah, Je le sais le pas. problème, c'est que c'est un 70 mètres carrés. Pareil, le louer en meublé à 70 mètres carrés, c'est pas facile, il faudrait que je repasse en nu déjà. Donc là, tu me diras, avec le déficit que j'ai Non, je créé et tout, pensais je vraiment pourrais faire peut-être une l'utiliser. coloc, mais enfin Ah oui, H24 et une ça, je le coloc. cherche. Alors pour le coup, je suis chaud, mais je trouve pas. Ah, tu veux dire les locataires, ils veulent Ouais, partir à chaque fois en juin. Ils veulent pas rester ouais. en Mais juillet-août. en fait, ça faisait 2-3 ans que j'étais bloqué parce qu'il y avait toujours une des locataires qui est restée pour l'année d'après, donc j'étais un peu bloqué et qui voulait pas payer l'été machin. Mais là, vu que tout le monde qui est parti en ce moment, je suis en train d'essayer de chercher quelqu'un une coloc qui va durer tout le temps, quoi. Bah ouais, Alors, pour t'enlever ce j'aurai la truc perte du relou. festival. Alors, il y a quand même une perte non négligeable de festival, hein. On parle quand même de 5 000 balles, hein. Au festival, en mois de juillet, je peux faire facile 5 000. Donc, il y aurait cette perte. Mais dans les faits, je suis OK, en fait. Je suis OK parce qu'en fait, la vacance de locatif que j'ai entre les deux trucs, plus la charge mentale, plus les coûts associés et tout, en réalité, c'est plus 2 ou 3 000 que je perds. Mais par contre, en termes de charge mentale, je gagne tellement que oui, ma femme, elle est pas très chaude. Vivi, elle est pas très chaude, mais je suis en train d'essayer de la convaincre pour. Elle préférerait faire quoi? Elle veut vendre ou Bah, elle mettre veut en... rester comme ça parce que c'est plus rentable. Ah Mais, oui. euh, mais Bah par après, si c'est contre, elle qui gère, c'est elle qui gère. bah ouais, bah c'est ce que je lui dis. Donc, Mais, je lui dis, si tu si veux tu veux rester, tu gérer, tu veux gères. pas. Après, c'est sûr que là, si c'est le festival d'Avignon, c'est en juillet, ce serait bête de mettre Ah des non, mais là, colocs c'est mort. Là, maintenant. nous, on est booké jusqu'à fin août. On est booké sur la LCD. Donc, cette année, non. Mais là, on met les annonces pour Ouais, septembre. Et là, pour le coup, on va chercher quelqu'un qui va rester. Je vais chercher quelqu'un qui va rester sur le long terme parce que, ouais. ouais, moi, ça me gave, en fait, de ce turnover. En fait, outre le fait de passer de coloc à LCD et tout, qui est chiant parce qu'il faut faire un gros ménage, faire des petites réparations, machin bidule. T'as 3 états des lieux d'entrée, 3 états des lieux de sortie, je sais pas combien de visites à Ouais. faire, machin. C'est vraiment chiant, quoi. Et autre défaut qu'a cet appart, c'est que celui-là, pour vous, je l'ai mal anticipé, et ça, c'est vraiment une erreur de débutant, c'est la tension locative à Avignon, elle est pas terrible, quoi. Il y a Ok. vraiment pas beaucoup de demandes, tu vois, par rapport à mon appart en région parisienne, celui que j'avais sur Marseille, ou même la maison qu'on met en loc à côté de chez nous. En 2 heures, on a eu 30 demandes. L'appart d'Avignon, en 2 semaines, j'ai eu 5 messages, tu vois. Ok. Bon, après, c'est dans 2 mois et tout, donc peut-être pour ça, c'est moins urgent, mais il y a quand même une demande moins forte sur Avignon que, surtout en coloc Avignon. Voilà, c'est surtout ça. Ok. La demande de Ouais, tu colocation sais sur que nous, Avignon on est fait infime. toujours cette technique-là, hein, parce que sur les colocations, franchement, c'est toujours le problème. Malheureusement, le Bon Coin, je le trouve pas malin, mais tu sais, il fait deux onglets différents entre. Il y a l'onglet Et ouais. colocation et l'onglet location. Et en fait, parfois, les gens, ils ne pensent même pas à la colocation, alors que ça pourrait leur correspondre. Enfin, ils... Donc Et t'as moi, pas le droit souvent, en plus de mettre les deux, t'as pas le droit de mettre les deux annonces sur les deux onglets, quoi. Ils te le non. suppriment. Alors, nous, on triche. Je te dis la technique de triche Ouais. que j'utilise. C'est qu'en fait, nous, on utilise les photos de notre plus petit studio le plus pourri. Donc, c'est un Mhm. petit studio de 12 mètres carrés. Donc, vraiment, pour attirer des clients qui sont en galère quand même de trouver un logement et qui sont OK pour être quand même sur vraiment des petites surfaces. Donc, en fait, on a des photos d'un studio de 12 mètres carrés. Enfin, quand je dis pourri, alors attends, c'est à mon échelle, hein, les tout refaits à neuf, mais pas du même standard que nos beaux studios qu'on loue à 600, 700 euros par mois, tu vois. Mhm. Donc, c'est plutôt notre studio à 490 euros par mois. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que ça attire du coup du prospect sur l'annonce. Et en fait, quand les gens nous contactent, on dit, ah, désolé, pas de chance, cet appartement est Ah, déjà a été loué. Par pris, mais j'en ai contre, un autre. on a une colocation où il y a une chambre qui se libère. Regardez, je vous envoie les photos. Et en fait, on a un sur trois Mhm. qui dit, ah oui, ça m'intéresse. En fait, Ah. c'est comme ça que tu trouves des colocs, en fait. Parce que malheureusement, dans l'onglet coloc, Et c'est ouais, il y un a peu personne qui va, quoi. galère. Ouais, Et ouais. c'est des gens Ah bah galères, donc ça me c'est des rassure. galériens. C'est les galériens. Enfin, enfin, ça, c'était vraiment dans un délire colloque. Enfin, mais il y a beaucoup
des gens qui cherchent un studio, qui galèrent à en trouver un, et puis quand tu leur dis, bah attendez, j'ai une coloc, j'ai une chambre de coloc, regardez, je vous envoie Mmh. les photos, c'est sympa. Et puis elle voit la photo, elle se dit, ah bah oui, pourquoi pas, je peux toujours visiter, tu vois. Et en fait, du coup, elle visite, et puis Mmh. ben, nous, nos colocs, elles sont canons, donc ils aiment bien. Elles sont même plus belles que le studio, Les du coup, studios. moche qu'on met. Et du coup, bah, ça marche, quoi. Mmh. OK, non mais très bonne technique, ouais, je vais tenter ça. Voilà. Mais je sais que l'onglet coloc, en fait, tout le monde galère avec l'onglet coloc. Enfin, Ouais, moi, je ouais, le bah, tu sais me parce rassures. on a Après, je plein vais de gens sur qui font les du autres sites, coloc. hein, je vais sur à partager, carte des Oui, colocs, Sudapart. Ça marche un petit peu mieux, ça déjà. ouais, Ça marche un petit peu mieux que Le Bon Coin, mais voilà. Après, je pense qu'il y a aussi un côté de tension locative où Avignon, on l'avait un peu sous-estimé. ouais, Enfin, du moins pour une colocation, pour des T2, ça, il n'y a pas de souci. Enfin, ouais, T2, T3, il n'y a pas trop de soucis, mais enfin, tu vois, c'est pas non plus une grande ville comme. Enfin, je trouve que la colocation, c'est. Alors, soit il y a une baisse aussi hein, de la demande en coloc, ou il y a eu peut-être un surplus d'offres aussi, parce que je ouais, n'exclus pas. Hein. J'ai peut-être été trop un peu la mode pendant un moment et que maintenant ça commence un peu à tomber. Ou peut-être que dans les villes moyennes comme Avignon, où justement il n'y a pas trop de tension locative et que c'est pas trop cher, peut-être que les gens en fait ils veulent leur studio, leur appart et pas forcément vivre en coloc, quoi. mm. Ok, trop intéressant. Bah, merci en tout cas pour ta vision. Et puis, je suis surprise de l'idée Mhm. d'acheter un immeuble. Moi, je savais pas. Donc, Ouais, c'est pas encore tout de suite. Hein. Je me dis que si j'ai un petit ouais, peu de cash là d'une vente d'un appart et si je devais refaire du levier, si j'ai l'énergie, je serais chaud de le faire, mais à voir dans quel état d'esprit je suis dans 2 ans et ouais. voilà. Mais en gros, tu te dis, là, maintenant, je fais plus des petits trucs, je passe à Ouais, un voilà. gros truc, quoi. En fait, Voilà. j'ai été convaincu par ton discours et par d'autres qui font de l'immeuble bah, en fait, c'est vrai qu'en termes d'énergie, bon, bah, tu passes une fois à la banque, tu passes une fois chez le notaire et t'as quand même, et surtout, t'as plus de copro. Ça, j'en peux plus, moi. Enfin, Bah, ouais, je la sais pas si t'en copro. as encore, mais moi, les Bah, nous, copros, c'est la je résidence supporte principale plus, qui est en quoi. copro. Mais c'est un enfer. C'est un C'est un enfer, les enfer. copros. Et on Moi, n'est que les quatre deux apparts, c'est des copropriétaires. copros. Alors, je sais même pas En comment, plus. comment fonctionnent Ah les non, autres. mais moi, j'ai des copros. Attends, j'ai une copro, j'ai 20 lots, c'est un enfer. Et une autre, alors c'est une immense copro, il y a je sais pas combien de lots. Alors là encore, ça va. C'est tellement gros qu'il y a tellement de strates et tout que c'est bien, c'est à peu près bien géré. Mais non, ouais, et en fait, pour moi, un des gros avantages de l'immeuble, c'est ça, hein, c'est que t'es le maître, quoi. Tu fais ce que tu veux Ah dans ouais, ton appart. Personne non, qui te fait chier. Ça doit être vraiment ah cool. ouais. Personne te dit quand il faut changer tel truc. C'est toi qui choisis les prestataires. Enfin, Hmm. les tarifs, tu Ouais, négocies comme tu veux. ouais, Là, c'est ça. tout est sujet à chaque fois. En plus, nous, on est dans l'immobilier, donc tu sais, on s'y connaît un petit peu. Et du coup, quand t'as le syndic qui veut faire prendre telle décision et tu te dis, oh, pitié, les Ah gars, ouais, il met pas en non. concurrence, oui, tu vois les tarifs, tu dis Ouais. non, mais ils abusent, quoi. Bah ouais, et du coup, en fait, tout est négociation parce que t'es pas le maître à bord et c'est relou. Moi, je trouve ça Hmm. relou. Moi, j'aime bien être la boss, comme tu dis. Ok, bah merci mille fois en tout cas, Thomas. Je sais pas si t'avais encore autre chose à ajouter ou est-ce qu'on a fait le tour Non, bah écoute, j'ai donné tous les chiffres que je voulais donner. J'espère en tout cas que ça a pu donner des idées à certains de tes auditeurs qui veulent se lancer dans une RP et qui veulent le rentabiliser et pas, voilà, et trancher cette fameuse décision de ce qu'il faut acheter ou non sa RP. Sachez que c'est possible de le faire en restant rentable, en constituant du patrimoine et en le faisant intelligemment. Enfin, je considère qu'il est fait à peu près intelligemment. Alors après, on a vu, il y a aussi beaucoup eu du temps et de l'énergie de dépenser, mais voilà. À la fin, j'en suis content et voilà, je vous invite ouais, à tenter cette expérience qui vaut le coup. ouais, très bien. Non mais c'est super. Bah merci beaucoup Thomas et puis bah à une prochaine. Ouais. Je te réinviterai quand tu auras acheté ton immeuble. Ça marche. On Et de fait, toute façon, tu viens bientôt chez moi, hein, donc Oui, je sais pas, sur ton en podcast. septembre, tu passeras podcast Investir Simple pour Ça marche. retrouver les aventures de Dorine. Oui, d'ailleurs, je précise, ton compte Instagram, c'est @investir simple, tout attaché, c'est Ouais, ça? Et c'est puis, ça. tu as le podcast Investir Simple pour écouter ton podcast. Et la chaîne YouTube, j'imagine, elle s'appelle Investir Simple aussi, Moi aussi, pareil. avec Thomas Creton. Tout Je mettrai pareil. les liens dans la description. Je mets toujours les liens de mes invités dans la description. Merci Top. beaucoup, Thomas. Salut, salut. À bientôt, Dorine. Ciao.